To become, with the help of God, a magnificent land stretching from coast to coast. Oh, it's a great day for a businessman, a great moment for the spreading of our rich tradition and our superior civilization. May the Almighty God bless the Dominion of Canada. Tout peuple a une mission à accomplir. Celle du Canada français est de propager la religion et la civilisation. Dieu veut que nous donnions en Amérique l'exemple d'une race dévouée au Christ souverain. La Providence voit en nous une nation qui grandira par la vallée de l'Ottawa, qui gagnera ensuite le nord de l'Ontario pour rejoindre la population française et catholique de l'Ouest. Mais bien, chers frères, voilà notre mission. Onto the wild West Coast, our road. All aboard on my railroad! From one coast to another, we need the land. So let's squeeze these prairies in our hands and quickly waves away those who won't share our way. Le grand esprit nous a prêté notre mère, la terre. Merci, grand esprit, toi qui manie tout, toi qui peux tout. Merci beaucoup de nous avoir prêté notre mère, la terre, qui pour nous est sacrée. Elle fait partie de nous, et nous faisons partie d'elle. Elle a donné la vie, elle nous a nourris. Il faut continuer à prendre nos enfants, avoir un très grand respect envers elles. Et leur faire savoir que lorsqu'ils marchent sur leur mère, ils marchent aussi sur leurs ancêtres, nos ancêtres à tous. Elle est tellement belle que même nos morts n'oublient pas à quel point elle nous a portés depuis le début. Elle nous a donné à vivre autant de lunes heureuses. Il y a de grains de sable dans nos chemins qui marchent en scintillant au soleil. Merci, Mère de Terre. Nous sommes maintenant dans un temps de lune triste. Des hommes ils sont venus, d'où le soleil se lève. Ils sont arrivés, blancs comme le papier qu'ils avaient dans les mains, et avec dans la bouche de belles paroles. Ils se sont mis à nous placer dans des enclos en échange de misérables accords. Ils se sont mis à piétiner notre nez
écho du soir couchant. Et maintenant, ce qui pousse le plus dans ces enclos, ce sont les tombes. Nos enfants, jeunes dans l'orgueil, et morts de maladie et de faim. On n'entend plus le souffle des bisons dans la brume matinale. Nous n'avons pu les empêcher de profaner notre mère, qui taille en petites pièces et larmes au plus offrant. Voilà le triste héritage que nous laisserons à nos enfants s'ils réussissent à survivre. Oh! Ni Chapin, ni Darsignan, que notre terre était grande. Oh! Ni Chapin, ni Darsignan! Oh! Oh! Louis, c'est la Providence qui vous fait retourner dans l'Ouest. La Compagnie de la Baie du Son est en train de voir le gouvernement canadien. Toutes ces immenses terres où les métis français et catholiques sont installés depuis si longtemps. Comment éviter que vos frères métis n'en soient dépouillés? Ces protestants veulent s'emparer du peu que vous avez. Si jamais ils réussissaient dans ce sombre dessein, c'est toute la population française et catholique qui serait rayée de l'Ouest. Louis, vous êtes la réponse de Dieu à cette menace qui plane sur le peuple métis. Votre peuple. Stupid son of a whore! Bastard! You can't keep me here against my will! You're just a dirty bunch of cowards! And you're not scaring me! You'll all be executed! And Riel, you're my man, and I gladly shoot you by myself, asshole! We, Riel, his honorable court found you guilty of high treason. So, you will be taken from here to the prison in which you will last confined, and from there to a place of execution where you will be hanged by the neck until you are dead. May the Lord have mercy upon your soul. Dieu, m'avez-vous donc abandonné? Monsieur Riel. Monsieur Riel. Oui, Une dépêche vient tout juste d'arriver d'Ottawa. Une décision a été prise à votre sujet. Votre exécution est prévue pour demain. Que Dieu ait pitié de votre âme. exécuter la corde de l'âme du criminel. Et je fais le bon choix. Plaider la démence et vivre une vie animale dans un asile. Ou me défendre contre les accusations de trahison et mourir
Je ne veux plus vivre cette vie animale. Je veux mourir avec toute ma raison. Et cette affreuse décision me le confirme. Je suis sain, Désiré. Tous mes actes gardent leur signification. Et cela veut dire aussi mourir. M'en aller pour toujours. Loin de toi, chère Marguerite. Loin de vous, mes chers petits. Loin de toi, chère maman. Je suis désolé. Je vous abandonne. Louis. Louis, je suis là. Maman. Louis, mon tendre enfant, mon fils adoré, chair de ma chair. Ils ne peuvent t'enlever ta vie, tu l'as déjà donnée à ton peuple. Ils pensent te détruire en te faisant mourir. Quelle affreuse naïveté. Maman. J'ai froid. La mort n'est pas froidure, Louis. La tienne, aussi brutale et insupportable soit-elle, aura la douceur et la chaleur des tièdes aurores qui bientôt se lèveront sur notre peuple. T'assassiner n'est qu'un aveu de faiblesse de leur part. Souviens-toi des saintes écritures, cher Louis. Si le grain ne meurt, Si le grain ne meurt. si le grain ne meurt, Si le grain ne meurt. Bonjour, Monsieur Riel. Bonjour, Monsieur Réal. Bonjour, Monsieur Barthémus. Je suis accompagné aujourd'hui de Monsieur Donald Smith, qui nous arrive tout juste d'Ottawa. J'ai été prévenu de votre arrivée, M. Smith. Je brûlais d'impatience. Vous rencontrez? Alors, quelle bonne brise m'apportez-vous de votre chère capitale? Un vent de bonne entente, M. Riel. Le règlement de cette petite crise ne me semble plus qu'une simple formalité. Monsieur Riel, malgré ma santé quelque peu chancelante, j'ai tenu à accompagner M. Smith ici afin que nous puissions discuter de la situation. Vous savez, M. Riel, c'est très grave ce qui se passe ici. La situation est tendue, je vous le concède. Tendue, mais sous contrôle, pour le moment. Et ce, malgré les agissements criminels de vos compatriotes canadiens fraîchement débarqués ici, M. Smith. Mais vous n'êtes pas le premier émissaire d'Ottawa à défier devant nous. Êtes-vous bien différent des autres? Avez-vous dans vos bagages des papiers pour nous confirmer cette bourrasse de bonne volonté qui est censée tomber sur nous? Doucement, M. Riel. N'allez pas plus vite que la musique. Écoutez, j'ai rencontré le premier ministre John A. MacDonald avant de venir. Et il m'a chargé de venir voir ce qui se passe ici. Monsieur Riel, vous avez dépassé les bornes. Vous avez empêché les arpenteurs de faire leur travail. Vous avez utilisé l'intimidation pour empêcher l'entrée à la Rivière-Rouge du lieutenant-gouverneur mandaté par Ottawa. Vous avez fait main basse sur le Fort Garry, propriété de la Compagnie de la baie d'Hudson. Et maintenant, on dit que vous projetez d'établir un gouvernement provisoire pour vous substituer à l'autorité légitime. Ça commence à faire beaucoup, ne trouvez-vous pas? Ah oui, vraiment. Monsieur Riel, je crois qu'avec un peu de souplesse de votre part, tout pourrait s'arranger. Nous sommes tous des gens de bonne volonté, après tout. Non. Tout le monde n'est pas de bonne volonté ici. Et malheureusement, toute souplesse de notre part signifierait notre perte.
Mais de quelle autorité légitime me parlez-vous, monsieur Smith? De celle qui plie bagage en cédant ses droits au gouvernement canadien et qui laisse le pays dans le désordre le plus total? Ou celle qui n'est pas encore arrivée et qui manœuvre dans l'ombre pour nous déposséder? Monsieur Vienne, vous y allez un peu fort. Écoutez-moi bien, tous les deux. C'est dans le journal que nous avons appris que depuis longtemps, cette chère compagnie d'aventuriers nous avait vendus comme un vulgaire troupeau. Vendu à une puissance étrangère qui s'est empressée de nous organiser le gouvernement sans même nous consulter. La noble compagnie dont j'étais le fier représentant a bel et bien cédé ses droits au gouvernement du Canada. Monsieur Riel, vous et moi, nous n'y pouvons rien. Mais ce n'est pas tout, M. McTavish. Ce gouvernement nous a envoyé un lieutenant-gouverneur arrogant, despotique, dont le seul but était de mettre la table à votre bande d'orangers ontariens qui n'attendent que le moment propice pour faire main basse sur le peu que nous avons. Si nous ne résistons pas, nous serons les premiers responsables de notre propre malheur. Monsieur Riel, il n'est dans l'ordre des choses que le gouvernement du Canada désire prendre possession de son nouveau territoire le plus rapidement possible, non? Je constate, M. McTavish, que vous n'êtes vous aussi qu'un naïf trompé par la fausse proclamation du lieutenant-gouverneur McDougall. Le fond de la question n'est pas sur la transaction elle-même, mais sur le quand et le comment de cette transaction. Nous savons très bien que votre compagnie a renoncé à sa juridiction. Mais y a-t-il eu annonce officielle de la part du gouvernement? Non! Est-ce que je me trompe, M. Smith? Quand je suis parti d'Ottawa, non. Mais la route est longue entre ici et Ottawa. Rien n'indique que cela ne puisse se faire entre-temps. Non, nous avons tout lieu de croire, au contraire, que le transfert de juridiction n'a pas encore été effectué. Et nous savons avec certitude maintenant que l'arpentage des terres a commencé sans que la transaction ne soit officielle. Alors dites-moi pourquoi, messieurs, le gouvernement a-t-il autorisé l'arpentage de terres qui ne lui appartenait pas encore? Et surtout, pourquoi a-t-il envoyé ce lieutenant-gouverneur de pacotille prendre possession de territoire qu'il ne reconnaît même pas posséder? Monsieur McTavish, avez-vous reçu des directives de votre compagnie récemment? Ah non, mais ça ne saurait tarder. Monsieur Yannick, il faut être patient. Nous sommes si loin. Loin? Oui, loin. Figurez-vous que ce n'est pas à moi que vous allez apprendre cela. Ici, une nouvelle qui n'est pas encore arrivée est une nouvelle qui n'existe pas. Une rumeur. Un cancan. Mais vous, M. Smith, je sens que vous n'avez pas encore déballé votre sac. D'ailleurs, sous quel chapeau êtes-vous venu me rencontrer aujourd'hui? Sous celui d'émissaire du gouvernement canadien ou sous celui d'actionnaire majoritaire de la compagnie de la baie d'Hudson? Mais à quelle face devons-nous parler? Vous êtes insultant, Riel! Je suis en mission pour le gouvernement du Canada. Ah oui. Alors, pourquoi ne pas me montrer vos papiers? Montrez. Malheureusement, je les ai oubliés à Pembina. Oubliez! À Pembina. Oui. Aux États. La belle affaire, oui. Cela me confirme que vous avez le même bagage que ceux qui vous ont précédés. Des poches vides! Vous n'êtes ici que pour intriguer, pour embrouiller davantage la situation. Mais que connaissez-vous de l'Ouest, vous qui avez passé la majeure partie de votre carrière au Labrador, dites-moi? J'en connais plus que vous ne croyez. Et je pense que vous faites complètement fausse route avec votre lubie de gouvernement provisoire. Ce n'est pas ce que vous pensez qui m'importe, M. Smith, mais ce que vous pouvez nous garantir. Laissez-moi vous faire un petit cours sur l'Ouest, moi. Allez-y. Nous sommes dans une poudrière. Ah oui. Et votre gouvernement irresponsable s'y promène avec une torche!
Non, non, croyez-moi. Ce gouvernement provisoire que vous me reprochez tant est devenu une absolue nécessité. L'anarchie est à nos portes. Nos compatriotes canadiens complotent contre nous. Ils cherchent à soulever les Indiens. Et tout près d'ici, les Américains observent et attendent leur moment. Non, il faut une autorité forte pour maintenir l'ordre et la paix pendant cette période où, si je peux m'exprimer ici, nous n'appartenons à personne. Personne! Attention! Ça sent la trahison à plein nez! Trahison. Mais où est donc la trahison si la compagnie se retire et que le gouvernement n'est pas encore arrivé? Non. Nous ne voulons que provisoirement assurer la continuité en attendant que le transfert de juridiction soit complété en bonne et due forme et que tous nos droits soient respectés intégralement. Il fera plaisir, ensuite, de remettre le territoire aux mains de la nouvelle autorité qui sera alors, M. Smith, devenue légitime. Mais parlant de légitimité, votre gouvernement ne risque-t-il pas d'en manquer? Que voulez-vous dire? Je connais tout de même assez l'Ouest pour savoir qu'il y a une forte proportion de métis anglais ici. Beaucoup. Et je sais qu'ils se méfient de votre projet. Ils ne vous suivront pas. Qu'est-ce que vous Je avez à sais! faire sans leur appui? Smith! Que vous m'appuyez dans l'ombre à les convaincre de ne pas le suivre! Ah ouais. Mais advenant ce cas, peu probable, je leur dirai qu'ils retournent tranquillement sur leur ferme, qu'ils restent dans les bras de leurs femmes et qu'ils donnent ce bien triste exemple à leurs enfants. Et je leur dirai aussi qu'ils nous regardent aller. Nous allons obtenir la garantie de nos droits et des leurs. Ces droits seront exposés directement au gouvernement canadien par nos représentants. Et ces droits, messieurs, nous les obtiendrons. Et je veux qu'il soit bien clair que nous, les Français, sommes prêts à agir seuls. Et si les préjugés de leur peuple doivent prévaloir sur notre cause, eh bien qu'il en soit ainsi. Mais ce sera dans mon sang. Venez, McTavish. Il n'y a rien à tirer de cette tête de mule. Mais, monsieur Riel, quels sont donc ces droits dont vous nous parlez tant? Nous en sommes en rédiger la liste. Ah bon? Essentiellement, nous voulons un statut de province bilingue, des écoles séparées pour nos enfants, le droit de propriété sur les terres et l'assurance que tous les membres de mon gouvernement ne seront pas poursuivis quand tout sera terminé. A province ridiculous! Mais, monsieur Riel, je me questionne sur cette idée de gouvernement. Sur quoi vous basez-vous pour agir de la sorte? Nous vivons dans une société de droit, après tout. Oui. Vous ne croyez pas si bien dire, M. McTavish. Votre compagnie avait-elle le droit de vendre un peuple libre sans le consulter? Un peuple libre? Vous. Votre gouvernement avait-il le droit d'aménager un territoire sans même le posséder? Non. Nous sommes en plein vide politique et juridique, messieurs. Il n'y a plus de gouvernement. Il est donc clair que dans une telle situation, un peuple a parfaitement le droit d'adopter une forme de gouvernement plutôt qu'une autre, d'accepter ou de refuser celle qui lui est proposée, et même de rendre le provisoire permanent. La cause me semble entendue, messieurs. Je ne vous retiens pas. Bon. Puisque vous y êtes, allez-y. Allez-y, négociez avec Ottawa, mais pour ne pas nuire à votre cause, abandonnez donc cette idée de gouvernement provisoire. Monsieur Smith, vous êtes pourtant un homme intelligent. Vous savez très bien que nos négociateurs se feront manger tout rond s'ils n'ont pas une force sur laquelle s'appuyer durant les négociations. Et on ne peut pas non plus séparer gouvernement provisoire et sécurité. L'anarchie qui nous guette pourrait nuire à vos actions, M. Smith. Pensez-y. Pensez-y bien.
Une dernière question, Monsieur Rien. En bon négociateur, j'imagine que vous avez essayé de tout prévoir. Dites-moi ce que vous ferez si Ottawa ne reconnaît pas votre gouvernement et qu'on refuse de discuter avec vous. Ottawa ne refusera pas de discuter avec nous. Il tient trop à ce territoire. Mais supposons qu'au lieu d'échanger avec vous, il vous envoie l'armée. Qu'est-ce que vous allez faire? Nous allons traiter cela comme une invasion. Invasion. Nous savons comment répondre à cela. Mais c'est une déclaration de guerre. Venez, McTavish, nous n'avons plus rien à faire ici. Monsieur Rien. Ne regrette rien, Louis. Tu devais t'en mêler. Personne d'autre que toi ne le pouvait. Quand j'ai accepté cette mission, j'ai pensé à mon cher papa. Ton père s'est toujours dévoué pour ses frères. Et toi, t'as continué. Tu sais, j'avais espéré de tout cœur que tu viennes prêtre. Imagine, t'aurais été le premier prêtre originaire de l'Ouest. Quand t'es parti pour l'Est, j'étais certaine de devoir revenir avec une belle soutane pour veiller au salut des âmes d'ici. Je suis désolé de vous avoir déçu, cher enfant. Tu représentes tout pour moi, plus que ma propre personne. Tout ce que tu as fait est déjà un bien grand sacerdoce. Je sais toute l'admiration que les métiers sont pour toi, et mon orgueil de mère est pleinement satisfait. Ton départ, si injuste, sera le commencement de grandes choses. De grandes choses. You dirty bastard! You're going to hear me out, son of a bitch. Listen to me! Alors, M. Scott, que passe-t-il? Pourquoi tout ce tapage? You dirty asshole. Just tell me where are my papers. I want my papers now. Mais de quel papier me parlez-vous? Je ne sais rien de vos papiers. I'll manage to find my paper. You better believe me. You can't keep me here like a prisoner, you son of a bitch. Voyons, M. Scott. Ce n'est pas une façon de parler à un être humain. Pour un homme natif de pays qui se dit le plus civilisé au monde, vous devriez avoir honte. Ne craignez rien. Si vous aviez des papiers, vous allez les avoir. Donc vous sortirez d'ici. I can't believe I'm having this conversation with a second-class subject like you. Why are you holding us back here as if we were hostages? Non, Hostages! pas les otages, mais des prisonniers. Toi et tes amis ontariens avez agi en criminels par vos tentatives de soulever les Indiens contre nous et de renverser le gouvernement provisoire, un gouvernement accepté par la majorité des habitants maintenant. Et toi, Scott, tu ne parles que de m'assassiner. Your government is nothing but a joke. A wild bunch of fools who haven't the slightest idea what this situation is all about. The hell with your government. Il a l'approbation des gens du pays, ce gouvernement, de toute la population maintenant, et de tout le peuple métis. What people? You mean those ignorant and stupid half-breed? Il n'y a qu'un seul gouvernement qui mène ici. Il tient son autorité du peuple. Si tu ne reconnais pas cela, je te forcerai à le faire. Je n'endurerai pas tes bravages ici, Scott. You're too much of a coward to ever attempt anything against me. You will piss in your
pants, and then everybody will know what kind of CC you are, asshole. Tu mets ma patience sérieusement à l'épreuve, Scott. Mais je suis tout à fait disposé à t'éviter les problèmes. I don't want to owe anything to a bunch of barbaric savages. Tu veux ta liberté, mais c'est simple! Promets sur ton honneur de ne rien tenter contre le gouvernement provisoire et tu es libre. Je te ferai escorter moi-même à la frontière, tu as ma parole. I'll never do that. Your men may take me wherever they wish. I'll come straight back here before them. Scott! Asshole. Listen to me. Look at you. You're just a troublemaker. All you want is to get us out of control. But you'll never achieve your goal. Do you hear me? Do you hear me, Scott? We have a legitimate government here. And we have full capacity to manage justice. So you will be brought before court and judged according to your laws. Come on, Scott, you will fix it. Go to hell! Hey! Louis, j'attends rien qu'un mot de toi et puis j'irai avec son compte. Non, surtout pas! Les hommes sont plus capables d'en Non! I'm sure you don't understand a single word about British law, asshole. I have a good understanding of the British law, Scott. You were involved in an attempt to upset the government. You will be charged of treason and judged for such a crime. Ridiculous. You're a damn fool, Riel. That's what you are. A damn fool. Go to hell! Come on. Thomas Scott, vous avez été trouvé coupable par ce tribunal de révolte contre le gouvernement légitime de cette région, de complot pour assassiner le chef de ce gouvernement et de tentative d'organisation d'une révolte indienne sur ce même territoire. En conséquence, vous serez exécuté conformément aux lois de votre pays. Que Dieu ait pitié de votre âme. This is absolutely insane! You're acting like British idiot! This court is a bloody comedy! Remember, I'm a British citizen, motherfucker! Pour l'amour du ciel, Monsieur Riel, arrêtez toutes ces procédures. Ça n'a aucun sens, voyons. Quand on agit en criminel, il faut en assumer les conséquences. Monsieur Riel, ce Scott n'est qu'un simple soldat, un fanfaron, une tête brûlée. Il agit stupidement, j'en conviens. Mais pardonnez-lui tout de même, je vous en conjure. Sinon, vous lui donnerez une importance qu'il n'a pas. Si vous laissez cette sentence démesurée suivre son cours, vous en ferez un géant, un symbole. Et les symboles, Monsieur Riel, les symboles ne meurent jamais. Monsieur Smith, le procès s'est déroulé dans les règles. Scott a été trouvé coupable, il doit payer, c'est tout. À cause de lui, nous sommes sur le bord d'une guerre civile. Certes, c'est un regret que je prends une vie. Mais c'est pour en sauver plusieurs. Ah! On joue! Feu! This new province will be called Manitoba. A new governor will be appointed very soon, and election will be held before the next winter to choose
a provincial government and to elect the 4 deputies at the House of Commons in Ottawa. I hope that these dispositions will be agreed by the population of the Red River. Et l'amnistie, monsieur le Premier ministre? Amnesty. Did you just say amnesty? Well, members of real government will not be prosecuted by the government. You have my word. Vive Riel! Vive Riel! Vive le fondateur du Manitoba! On veut Riel comme député! Vive le protecteur de nos droits! After answering to their small request, let's keep on our move to the west. Come with me, young and white man, and let's grab the better part of the land. Oui. Oui. Oui, c'est moi. Mon évêque. C'est vous. C'est bien vous. Je commence à me demander si vous ne m'aviez pas laissé tomber. Vous aussi. Mon pauvre Louis, comment aurais-je pu? J'arrive tout juste d'Ottawa, avec de bonnes nouvelles. Ah oui, L'amnistie s'en vient finalement. l'amnistie, enfin. Mais avez-vous obtenu un document écrit? Ah, mais j'ai rencontré le Premier ministre. J'ai rencontré l'honorable Cartier. J'ai même rencontré son Excellence, le gouverneur général. Ça fait montre de belles dispositions vers notre démarche. Et avez-vous dans vos bagages quelque chose d'écrit? Non, mais j'ai leur parole. Ce sont des gens d'honneur. Et cette fois-ci, je n'ai aucun doute quant à l'issue de ma démarche. Si vous n'avez rien d'écrit, vous n'avez rien du tout. Ben, laisse-moi t'expliquer. À quoi bon expliquer? Vous avez échoué, vous aussi. Je sens que c'est la fin, monseigneur. Oui, de grâce. Ne sommes pas dans le désespoir. Mon enfant, je m'apprête à te demander un très gros sacrifice. Je suis fatigué, Excellence. Laissez-moi, je vous prie. Le Premier ministre voudrait que tu quittes le Canada. Pour au moins 1 an. Quittez. Dites-moi que je rêve. Ce n'est pas possible. Laisse-moi t'en dire davantage. De grâce, n'en rajoutez pas. Il n'y a plus rien à expliquer. Rien du tout. Vous m'abandonnez, vous aussi. Je comprends parfaitement ta déception. Mais, dans l'état actuel des choses, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Écoute. Je ne veux plus vous écouter. J'en ai assez, me comprenez-vous? Je sens la mort me planer au-dessus de la tête. Je sens sa froide présence tout autour. Je suis entouré d'assassins aux mains glacées qui m'épient dans le noir. Je dois sans cesse fuir pour échapper à leur sombre complot. Tous ces coups de gorge me poursuivent, harcèlent ma famille bien-aimée, me persécutent. Non, je dois rester ici pour les protéger. Je pense au contraire que tes amis et ta famille seront plus en sécurité si tu pars. Ta présence ici énerve bien du monde. Et ton absence calmera les esprits. Calmez les esprits. Le pensez-vous vraiment? J'en suis convaincu. Toi-même, tu seras plus en sécurité de l'autre côté de la frontière. L'amnistie, elle va venir, ne t'inquiète pas. J'ai la parole du Premier ministre, celle de l'honorable Cartier, et même celle du représentant de la reine. Que veux-tu de plus? J'en ai assez des mensonges et des promesses verbales. Sir John a déjà bien la difficulté à respecter sa propre signature. Comment voulez-vous faire des fois à ce qu'il ne se donne même pas la peine d'écrire? Vous êtes bien naïf, monseigneur. Oui, ça suffit. L'acte du Manitoba prévoit de nous octroyer 800 000 acres de terre. Comment se fait-il que cette répartition ne soit
pendant ce temps, des nuées de sauterelles arrivent ici. Des immigrants, blancs, anglais, protestants, ils s'emparent des meilleures terres. Non, je dois rester ici pour protéger mon peuple contre ceux qui veulent sa perte. Oui, écoute. Depuis 3 ans que tu te caches. C'est bien si délicat, sauvette. Tu dois sans cesse traverser la frontière pour ta sécurité. Comment pourras-tu défendre ton peuple, comme tu dis? Il y a des élections qui s'en viennent, et toute ton histoire risque de devenir un enjeu important. Les libéraux ont soulevé tout l'Ontario contre toi. Si le gouvernement sort cette question d'amnistie, il va perdre le pouvoir, c'est certain. Alors tu veux l'amnistie? Fini l'amnistie. Non, il faut que tu partes. De grâce, Louis, ne t'entête pas. Écoute-nous. Vous, écoutez, j'ai fondé le Manitoba. J'ai empêché ici l'éclatement d'une guerre civile. J'ai protégé le territoire. Il me semble que le gouvernement a une dette envers moi. Justement, parlant de dette, le premier ministre m'a chargé de te remettre une somme d'argent. Quoi? Un pot de vin? Une prime à la fuite? Un beau présent pour le racheter, oui! Oui, accepte-nous cet argent comme un début de règlement. Ayez confiance. Tout va finir par s'arranger. Êtes-vous bien certain que ce que vous me conseillez de faire est la volonté de Dieu? Me parlez-vous en tant qu'évêque de Dieu ou comme agent du gouvernement canadien? Je t'interdis. Je te trouve bien injuste. Au grand regret, je constate que tu n'as plus confiance en moi. D'ailleurs, cela ne date pas d'aujourd'hui. Lorsque je suis revenu de Rome, pendant la crise à la Rivière-Rouge, tu as fait poster des gardes devant mon évêché. C'était insultant. Vous étiez passé par Ottawa avant de venir ici. Vous étiez plus un agent du gouvernement qu'un défenseur de nos droits. Comment oses-tu? Louis avait oublié que j'étais ton évêque. Et vous, avez-vous oublié que j'étais votre président? Calmons-nous. Calmons-nous, Louis. Ne sommes-nous pas tous du même côté? N'avons-nous pas tous les deux à cœur le bien-être de nos frères métis? Vous m'arrivez ici avec du pas comme parole. J'en ai assez de cette crédulité. C'est vous, mon Seigneur, qui me ferez pas. Ça suffit! Après tout ce que j'ai fait, Louis, j'ai remué ciel et terre pour toi. Quelle ingratitude! Je suis désolé. Je ne voulais pas vous offenser. Je suis fatigué. Je suis le père du Manitoba. Je dois me cacher comme un criminel. J'ai fait de grandes choses pour mon peuple et on me persécute. Je suis forcé de rester à l'écart pendant que des gens sans le moindre scrupule dénaturent tout ce que j'ai fait. Tout s'écroule, mon Seigneur. Tout se défait. Tout se meurt. Tu devras t'éloigner pour un moment. Ça te reposera. Et ça calmera tout le monde. Louis, va-t'en! M'en aller. Abandonné. Non. Je vais rester ici. Et comme le roi David, je vais continuer à me cacher. Et je vais attendre l'heure de mon triomphe, l'heure où j'accomplirai la grande mission pour laquelle je suis prédestiné. Prédestiné? Oh oui. Et pour quelle mission? J'ai reçu une lettre du Seigneur du Mont-Royal. De qui? De Monseigneur Bourget.
Il m'a dit que Dieu ne m'abandonnera pas parce qu'il m'a donné une mission. Et cela m'a été confirmé par la visite d'un ange. Le même que celui qui s'est manifesté à Moïse dans le buisson ardent. Il m'a dit, lève-toi, Louis Uriel, tu as une mission à accomplir. Le peuple métis a besoin de moi pour le conduire à la terre promise. J'en suis maintenant certain. Parle, Louis. Va-t'en. Ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Monsieur La Rochelle? Monsieur? Voulez-vous? Ce n'est pas bien confortable, j'imagine. Je suis le docteur Roy. Docteur Roy, J'aimerais parler avec vous un moment. qu'est-ce que je fais ici? Quelle est cette infâme et inutile prison? Pourquoi m'a-t-on amené ici sans mon consentement? Pour vous reposer. Vous êtes très fatigué, je dirais même complètement épuisé. Il me semble évident que vous avez été soumis à des tensions que bien peu d'humains ont la capacité de supporter. Vos parents et amis ont jugé bon de vous amener ici pour vous aider à vous refaire une santé. Mais je ne suis pas malade, docteur! Sans doute, sans doute. Mais il va vous falloir accepter de rester ici pendant un certain temps pour refaire vos forces. Nous ne voulons que votre bien ici. Mon bien? Alors pourquoi m'enfermer? Pour mon bien? Et pourquoi ici tout le monde m'appelle Monsieur La Rochelle? Monsieur La Rochelle. La Rochelle. Monsieur La Rochelle. Je suis Louis Riel, voyons! Les gens sont méchants. Ils veulent voler jusqu'à mon nom. Mais non, ce n'est pas de la méchanceté du tout. Personne ne veut vous voler votre nom, Monsieur Riel. C'est uniquement pour votre sécurité et celle de l'hôpital. Nous voulons simplement que votre séjour ici soit le plus discret possible. Oui, c'est vrai. Des impies attaquent mes œuvres. Ils me martyrisent. Dans la tombe, ils veulent me conduire. C'est dans la foi et l'espérance que je fonde ma foi. C'est pour éprouver ma peine que Dieu me laisse avoir du mal. À sa vie forte, il travaille à me greffer. Dans l'humilité et la paix, lui seul me fera triompher. Je suis ici pour vous aider et pour comprendre. Vous pouvez me faire confiance. Selon vous, vous êtes un martyr. Oui, des gens infâmes veulent répandre mon sang alors que moi, je n'ai demandé qu'à rendre service qu'à faire le bien. Alors, pour votre propre sécurité, il vaut mieux que vous restiez ici pendant un certain temps.
Faites-nous confiance. On me dit que vous faites souvent des colères terribles. On m'a même rapporté que vous aviez déjà saccagé une chapelle. Pourtant, on vous dit très croyant. Je ne comprends pas. Dieu m'a parlé. J'ai obéi. Et que vous a-t-il dit? Il m'a dit, je ne vois pas autant de taches sur les autels juifs que les autels catholiques. Avertis donc. Et si l'on ne t'écoute pas, tu mugiras, tu beugleras de ma fureur. J'ai averti, mais personne ne m'a écouté. Et Dieu vous parle souvent de la sorte? Oui, souvent. Il me fait apparaître des visions et puis il me les explique. Pourriez-vous me décrire l'une de ces visions et l'explication que le Seigneur vous en a donnée? Une vision? Oui. J'ai vu une immense tortue, laide et pleine de sangsues. Elle pataugeait péniblement dans la boue. Et parfois elle avançait d'un pas, et parfois elle reculait de deux. Parfois elle avançait de deux, et elle reculait d'un. Et j'ai demandé, Seigneur, mais qu'est-ce que cela signifie? Et il m'a dit, la tortue, c'est le gouvernement dont il a toutes les allures. Je vois. Trouvez-vous normal d'avoir de telles visions? Je suppose que oui. C'est ce qui doit arriver quand on est prophète. Et c'est ce que vous êtes? Un prophète? Oui. J'en suis de plus en plus convaincu. Quand je vous parle, c'est la voix de Dieu qui résonne. Tout ce que je vous dis est essentiel. Je suis le joyeux téléphone qui transmet les discours du ciel. Je suis le David des temps nouveaux. J'admire les anciens Hébreux. Chez eux se trouvaient les vrais valeurs. La loi de Moïse est l'unique rempart contre ce libéralisme malfaisant de la société actuelle. Elle seule peut mettre fin à cette décadence qui siège au Vatican même. Il y aura un nouveau pape, et ce sera Monseigneur Bourget. Il est dit que le chef spirituel de l'Église s'installera d'abord en Nouvelle-France, puis, beaucoup plus tard, à Saint-Vital au Manitoba. Et à partir de là, quel sera votre rôle? L'Esprit Saint m'a dit, tu es le David des temps chrétiens. Dieu m'a choisi comme le prophète du Nouveau Monde. Le peuple métis connaîtra son millénium avec moi comme pontife, infaillible, prêtre, roi et messie. Êtes-vous disposé à accepter cette mission? Je n'ai pas le choix. Il est impensable de se soustraire à une telle responsabilité. Mais cela doit représenter un poids épouvantable pour vous. C'est lourd à porter, j'imagine. Certains jours, je me sens comme broyé. Acceptez notre secours. Et bien vite, vous pourrez sortir d'ici et mener une vie normale. C'est ce que vous voulez, n'est-ce pas?
Alors je vous en conjure, monsieur Riel. Aidez-nous à vous aider. Vous me demandez beaucoup. J'espère que vous l'aurez. J'ai eu la confiance tellement trahie ces dernières années. Ne me trahissez pas! Ce serait terrible. La mort se met à côté de moi, dans mon lit. Quand le sommeil commence à me fermer les yeux, elle me parle tout bas et sa voix pénètre jusqu'au fond de mon cœur. L'assoupissement est un exercice de mort. Fais attention à comment arrive le sommeil. C'est à peu près comme cela que je me présenterai à toi le jour où il faudra que tu m'acceptes. Non, pas encore. Comment allez-vous ce matin? Monsieur Riel, comment allez-vous ce matin? Tout bien, mieux en mieux. Bien heureux de l'entendre. Bien heureux que vos 3 années passées à Beauport vous aient remis sur pied. 3 ans déjà. Mon Dieu. Souvenez de temps quand je suis arrivé ici. On était venu à me croire plus important qu'en réalité. Je voyais des ennemis partout. C'était noir, sans espoir. Je me sentais seul, terriblement seul. Solitude morbide. Et tous mes problèmes avaient pris des proportions. Épouvantables, mais vous vous en souvenez sûrement, docteur. Très bien, oui. Et il a fallu qu'un jour, fatigué des remontrances et des objections, je me demande si au lieu d'avoir raison contre tout, je n'avais pas raison contre moi. Et ce fut une lumière pour moi. Aujourd'hui, vous n'êtes plus le même homme. Vous riez vous-même de vos étranges hallucinations. Vous avez l'esprit libre, n'est-ce pas? Tout à fait. Tout semble donc reparti pour le mieux. C'est vrai. Quand on parle des métis, ces pauvres gens traqués par le fanatisme orangiste, ces métis qui sont de mon sang, de ma religion, et qui m'ont élu comme chef. Ces métis qui m'aiment et que j'aime comme des frères, alors mon sang se met à bouillonner et ma tête s'échauffe. Mais vaut mieux alors que je pense à autre chose, n'est-ce pas? Prenez place, monsieur Riel. Je suis venu vous annoncer que vous pouvez maintenant nous quitter. C'est vrai. Mais, s'il vous plaît, promettez-moi de vous tenir loin de controverses politiques et religieuses. C'est promis.
J'ai eu ma leçon, docteur, alors c'est vrai. Je peux partir. Je vous donne votre congé. Je pense que l'on peut considérer que vous êtes guéri, mais il faudra suivre mes directives. Oui. Pas de politique, Pas de politique. ni de querelles religieuses. Ni de querelles religieuses. C'est promis, docteur, c'est promis. Bien. Où comptez-vous aller maintenant? Eh bien, je ne sais pas. Rester au Canada est hors de question, les libéraux m'ont banni pour 5 ans. Alors, je vais retourner aux États-Unis. J'irai probablement voir le curé Barnabé. Ce saint homme m'a hébergé avant de venir ici, au port. J'ai beaucoup d'affection pour lui. Sa très charmante sœur, Evelina. Oh oh! Y aurait-il un idylle dans l'air, monsieur Riel? J'ai beaucoup d'estime pour cette distinguée demoiselle, docteur, mais ne sautez pas trop vite des conclusions. J'aimerais m'acheter une ferme dans le Nebraska et peut-être même dans le Montana. C'est dans l'Ouest et il y a une communauté métisse là-bas. Avec tout ce temps passé dans l'Est, docteur, je commence à avoir sérieusement le mal du pays. Ah, je vous comprends fort bien. Allez, monsieur Riel, bonne route et soyez heureux. Je pars en paix avec moi-même parce que, malgré mes épreuves, docteur, j'ai la conviction que je suis demeuré le même, oui, Riel. Je n'ai pas renoncé à mon idéal. Oui. Oui, on a de la grande visite, la visite du Canada. Le Canada. Mais quel bon monde vous amène au Montana, vous? Je ne vous connais pas, vous me connaissez? Ah, certainement. Puis je pense bien que vous le connaissez et tout. Dumont, ça vous rappelle quelque chose? Gabriel Dumont, le fameux chasseur de bisons, le roi de la prairie. J'ai beaucoup entendu parler de vous, monsieur Dumont. Alors, la dernière chasse a été bonne. Oh non. À dire vrai, les bisons sont devenus aussi rares que les politiciens honnêtes. Ah non, à cette heure, je vous dis, faut en morfondre plusieurs jours pour en trouver des bisons. Ouais. Les temps ont bien changé depuis 15 ans. Je suis bien heureux de vous rencontrer enfin. Laissez-moi vous présenter ma femme, Marguerite. On a eu l'occasion de jaser un brin en vous attendant. Avez-vous faim, monsieur Dumont? Oh, je suis surtout bien fatigué. Ça sera pas long que je vais aller joindre mes 3 compagnons pour gonfler. La route a été longue et dure, hein? Merci bien. Que me vaut votre agréable visite, M. Dumont? C'est des membres de notre communauté à Batoche qui nous envoient. On se bat contre ce maudit gouvernement canadien pour avoir justice. On est là pour vous demander de prendre le commandement. Le commandement? Oui. Le commandement. Et vous pensez que je puisse être une quelconque utilité? Ah ben, on en a parloté sérieusement, puis plusieurs fois, puis on pense que vous êtes le seul à pouvoir nous sortir de cette marque-là. Oh, excusez. Alors c'est si pire que ça? Non, c'est encore bien plus mal que ça. Le chemin de fer s'en vient. Les arpenteurs sont en avant, puis les maudits rapaces en arrière. Comme au Manitoba. Pareil comme au Manitoba. Hein? Ils nous avaient promis des terres, puis ça leur a pris tellement de temps qu'on s'est découragés. Puis c'est les maudits oiseaux de proie à signe de pièce qui ont pratiquement tout ramassé. Ah, l'histoire se répète, M. Dumont. Oh oui, l'histoire radote pas mal. Ils nous avaient laissé partir comme des moyards, puis fait que nous autres,
on est reparti à Saskatchewan hein, pour tout recommencer puis avoir la paix. Puis là, ben, je sens que la même chose se prépare. Puis ça m'écoeure. On n'a plus de place où aller, hein? On n'a jamais été un peuple des montagnes, nous autres. Mais avez-vous fait valoir votre point de vue? Le gouvernement parle, des demandes, des pétitions. Et en masse, on n'a jamais de réponse. Il faut dire que ces politiciens-là, c'est rien que des maudits têteux de vote. On n'a même pas ce droit-là. Comment voulez-vous qu'ils s'occupent de nous autres, hein? Si je comprends bien, M. Dumont, vous voulez deux choses. Hein? La première, c'est des lettres patentes sur les terres où vous êtes déjà installés. D'abord ça, oui. Puis la reconnaissance d'un droit de propriété sur les terres, tous les terres du Nord-Ouest en tant que descendants des Indiens, ce qui vous permettrait l'octroi de terres supplémentaires, n'est-ce pas? Oh, j'aurais pas pu dire mieux. Et évidemment, ils ne répondent pas à vos pétitions. Hey, ça doit bien faire 80 pétitions qu'on leur envoie. Ils nous prennent pour des enfants. Non, ça traînasse depuis 10 ans, puis ça presse plus que jamais. Faut faire quelque chose. On m'a envoyé pour vous supplier de venir nous aider. Vous êtes le seul qui pouvez démêler tout ça. Puis, je viens pas rien que de la part des métis français, là. De la part des métis anglais, puis même des colons blancs. Alors, je vous dis, on n'a jamais été aussi unis. Je vous en prie, aidez-nous. Dieu veut vous faire comprendre que vous êtes là, sur un beau chemin. Aujourd'hui, c'est le 4 et vous êtes 4. Vous en aimeriez un 5e pour vous en retourner, alors attendez le 5 et je vous donnerai ma réponse. Bon, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous ne pouvez pas accepter, oui. Vous ne pouvez pas accepter. Vous allez encore vous faire du mal. Et vilain. À nouveau frustré, écorché, vif. Souvenez-vous comment vous avez souffert. Ne retournez pas vous jeter dans la gueule de ces chiens de prairies qui ne vous veulent que du mal. Rappelez-vous donc les épreuves traversées. Cette coupe amère que vous avez bu jusqu'au bout. Vous avez payé votre personne jusqu'à hypothéquer votre santé. Ne recommencez pas, je vous prie. Louis, mon Louis, on est si bas ici. On est si généreux. J'avais pris les chemins faciles, ça je le sais. Tes frères ont parcouru une bien grande distance pour venir te chercher. Rester ici te rendrait sûrement bien malheureux. Un enfer, j'imagine. Je sens que la route va être longue, mais nous devons la prendre. J'ai eu beaucoup de peine lorsque j'ai appris votre mariage. Nous étions pourtant fiancés. Et que s'est-il passé? M'aimiez-vous vraiment? Nous avons échangé tant de lettres, tant de poèmes, tant de délicieux moments que je n'ose croire. Ce n'était qu'une amourette sans conséquence. L'Ouest aura donc été plus fort que moi. Le mal du pays l'emporte donc sur le mal d'amour. Mais vous m'aimiez, il me semble. Dans le fond, je n'étais pas à la hauteur. Je n'étais pas de taille pour relever vos défis. Croyez que je le regrette amèrement. Moi, je vous aimais, lui. Et je vous aime encore. Je t'aime bien gros, Louis. Je sais que sans ton amour pour l'Ouest, on ne se serait jamais rencontrés. Un homme ne peut pas se démancher de ses racines sans mourir. Ni toi, ni moi, ni nos petits ne pourront jamais oublier l'odeur de notre personne. Quand il est devenu grand et fort, l'arbre a une dette envers la place qu'il a fait pousser. Il fait de l'ombre. Son feuillage engraisse la terre. Puis ses racines retiennent le sol. L'Ouest t'a fait grandir, Louis. Tu dois lui en redonner. Le temps change, Louis. Votre peuple ne saura parcourir la plaine et chasser le bison encore bien longtemps.
Ces temps sont révolus. Ce mode de vie agonise lentement. On ne peut pas remonter l'histoire. Nous autres, les métis, on n'est pas des oiseaux qui volent dans les airs. Il nous faut un endroit pour se poser. J'ai dû déménager tellement souvent depuis mon enfance que j'étais l'importance d'une place que l'on peut appeler chez nous. Les temps changent, qui disent ça, je le sais. Mais notre mère, la terre, elle reste, elle. La loi des Blancs veut nous arracher à notre mère, puis rendre les métis orphelins. Il faut changer ça, Louis. Malgré votre abandon, non, pardonnez ce mot cruel, mais le sentiment de révolte que j'ai un instant éprouvé n'a pas réussi à entamer la moindre parcelle de l'affection que j'éprouve. Mais n'allez pas recommencer ce chemin de croix, Louis. Vous avez assez donné. Vous vous êtes trop oublié. La vie est si courte. Pourquoi retourner à la torture? Ce ne sera pas ton premier sacrifice, Louis. Quitter tout ce qui te retient ici. Demander bien du déracinement, bien d'oubli. Mais j'ai confiance. J'ai confiance que ça méritera récompense. Je le vois le temps où la justice, comme le grand aigle, prendra doucement son vol. Vous retourneriez au pays du mensonge, des promesses trahies, dans l'ordre de ces gens qui se sont jurés avoir votre tête. Ils ont chassé le bison. Leur joint d'affaires les tire à longue échelle dans la prairie. Ils montent vers nous en soufflant, en sifflant, en crachant des signaux de fumée noire qui annoncent rien de bon. Ils ont mis nos frères indiens dans des enclos, puis ils n'ont même pas répondu à leur petite demande. Faudra bien qu'un jour ils reconnaissent leur tort. Tu vas les y amener, Louis. Pensez donc à vos enfants. Pense à nos enfants. Ils sont si jeunes, si fragiles. S'il devait vous arriver quelque chose, ils ont tellement besoin de vous. Ils ont toute leur vie devant eux. Devront-ils passer par tout ce qu'on a vécu? Les déplacements, les insultes, les humiliations. Votre absence ne pourra que les faire souffrir cruellement. C'est pour eux et tout qu'il faut se battre. Pensez donc à votre mère. Pense à ta mère, pense à ta famille, pense à tes frères, tes sœurs, tes lieux modèles. Imagine leur fierté quand on aura arraché justice pour nous autres. Imaginez un moment toute la peine qu'elle aura. N'a-t-elle pas assez souffert de vous voir si injustement, si cruellement traité? Elle m'a vieilli prématurément, n'ajoutez pas à son chagrin. Le peuple métis a le droit d'être libre. L'heure est venue d'accepter de vivre comme nous voulons. Il faut résister, rester nous-mêmes. En finir avec tous ces conflits. Il faut en finir une fois pour toutes. Ça suffit. L'heure est venue d'accepter de vivre Ça comme suffit. nous voulons. Il faut résister, rester nous-mêmes. Allez-vous. Il faut en finir. Dieu qui vous a toujours assisté et dirigé ne vous abandonnera pas, car il a pour vous une mission qu'il vous faudra remplir en tout point. Vous travaillerez sans relâche à l'honneur de la religion, au salut des âmes et au bien de la société. Enfin, vous vous sanctifierez vous-même en désirant la sanctification des autres. Je vous bénis. Ah, comme je suis attachée à toi. Je suis ton épouse. Je ne veux pas te tourner le dos. Tout mon désir est de t'avoir et de te posséder. Comment es-tu devenue ma fiancée avec toute l'horreur que j'éprouve pour toi? Et comment peux-tu t'attacher à moi malgré la répugnance que tu m'inspires? Monsieur Riel! Ah, bonjour, mon père.
depuis votre retour, j'entends des choses surprenantes, des choses insensées. Vous vous plaignez, paraît-il, de l'attitude de votre clergé face à ce triste mouvement que vous venez d'amorcer ici. Je me trompe? Mon père, vous me connaissez. J'ai toujours été respectueux des prêtres et de la religion. Mais à mon grand regret, toutefois, je trouve votre attitude plutôt tiède face à un mouvement qui, somme toute, ne requiert que la plus élémentaire des justices. Laissez-nous le soin, je vous prie, d'évaluer ce qui peut être juste. Je veux bien croire, monsieur Riel, que vous êtes bien intentionné, mais pour ma part, laissez-moi vous dire que je ne suis pas très heureux de vous voir dans ce pays. Votre présence ici risque d'envenimer les choses. J'en ai bien peur. Mais bon, puisque vous êtes installé, j'imagine que nous devrons vivre avec cela. Que cherchez-vous exactement? Sauver la nation métisse. Vous ne pouvez pas cela, j'imagine. La nation métisse. La nation métisse. Figurez-vous que je n'y vois pas grand-chose à la nation métisse. Toutefois, je suis tout de même intéressé à l'âme de chacun de ces métis. Je ne veux que leur sein. Oh, je sais, monsieur Riel, les temps sont difficiles. Ils le sont encore. On n'apprend pas du jour au lendemain à vivre dans le monde des Blancs, n'est-ce pas? Mon père, je ne suis pas fou. Je sais très bien que les Indiens et les Métis ne vivront plus jamais comme autrefois, libres comme l'air et en parfaite harmonie avec la terre. Je veux simplement que leur voix soit entendue et qu'on leur accorde un minimum d'attention et de respect. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi vous, les prêtres, qui avez été si zélés de nous appuyer en 69, hésitez maintenant à appuyer une démarche tout aussi légitime. Monsieur Riel, la situation n'est plus du tout la même qu'en 69. Tout ce territoire est déjà sous l'autorité du dominion. Laissez-moi vous dire que Monseigneur Taché a payé bien cher cet appui de 69. Il est passé par un purgatoire terrible avant de retrouver ses entrées à Ottawa. Sans compter les critiques sincères que cela lui a valu en Ontario. Ah non, 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 non. Il n'est pas question de recommencer. Monseigneur Taché et Monseigneur Grandin sont les seules personnes qui nous restent à Ottawa. S'ils se compromettent plus, personne ne pourra parler pour nous. Ce n'est pas ce que vous voulez. Hein? Qu'est-ce que cela changerait? Ça fait 10 ans qu'ils parlent, qu'ils mendient en vain. Leurs soutanes sont sûrement toutes trouées au niveau des genoux. Mais est-ce bien là toute l'utilité de ces messagers privilégiés? Cessez vos sarcasmes! Rivalez-en donc, vous faites. Votre mouvement nous inquiète fortement. Vous jouez avec une dangereuse. Quand l'agitation que vous semblez malheureusement encourager se sera propagée dans le feu de prairie, où cela nous mènera-t-il? Qu'aurez-vous gagné? Et toi, Gabriel, tu ne dis rien? L'homme au jugement sûr. Que penses-tu de tout cela? Au moins, la politique, j'aime autant laisser ça à d'autres. Mais je peux très bien regarder ce qui se passe autour de moi, par exemple. Et je pense que ce gouvernement-là mérite d'être brassé un brin. Mais ça fait assez longtemps qu'on se fait niaiser. Vous autres, les prêtres, on dirait que vous êtes venus au monde peureux. Tout ce que vous allez dire, c'est d'attendre. Et attends. On en a-tu mangé assez de ce pain-là? Pour regarder
regardez les Indiens mourir de faim dans leur maudite réserve. Vous entendez mendier métis pour des droits sur les terres où ils sont nés. Puis tout ce que vous trouvez à dire, c'est d'être patient. Ben moi, je pense que vous l'avez eu, votre chance. Vous l'avez manqué. Et t'as bien raison, Gabriel. On n'a plus les prêtres qu'on avait. Ce ne sont plus que des agents du gouvernement. Monsieur Riel, vous venez de faire là une affreuse calomnie. Non, une médisance. Je sais beaucoup de choses sur vous, mon père. Vous frayez avec les hautes sphères de l'administration et vous n'hésitez pas, paraît-il, à exercer une influence indue sur les électeurs. Je vous interdis rien! Laissez-les parler. On vous dit aussi très proche du commissaire aux affaires indiennes et du lieutenant-gouverneur des territoires du Nord-Ouest. Vous êtes leur rapporteur officiel, leur informateur privilégié. Vous êtes déjà les yeux et les oreilles du gouvernement. Et vous êtes perdez la raison! Cessez immédiatement! Taisez-vous. Et maintenant, qu'est-ce que j'apprends? Que vous travaillez à saper le début d'alliance entre les métis français et anglais. Vous travaillez contre nous. En fait, vous voulez détruire notre mouvement parce que vous ne pouvez pas accepter que Dieu se soit choisi un autre instrument que vous pour faire avancer ses plans. Pardon? Parfaitement. Je ne suis qu'un simple métis choisi pour mener son peuple au salut. Foutaise! Orgueil épouvantable! Le sauveur de la nation métisse! Le Messie! Non mais quelle prétention! Ce n'est pas une prétention, mais une mission. Une mission? De mieux en mieux! Il est qui? Tenez-vous cette fameuse mission? Je vais vous dire. Dieu m'a parlé. Il m'a choisi comme le prophète du peuple métis. Peuple investi d'une mission spéciale dans le Nouveau Monde. Vous n'êtes qu'un rêveur! Vos idées utopiques et réalistes font de vous un fanatique dangereux! Et vous, un minable oblard arrivé de France avec la prétention de savoir mieux que les métis ce qui est bon pour eux. C'est la jalousie qui vous motive. Un bien triste défaut, d'ailleurs. Moi, Louis-David Riel, je vais mener mes gens à leur destinée et vous enlever votre pouvoir. Gabriel! En dépit de ce que tu m'as dit tout à l'heure, je persiste à croire que tu ne franchiras pas une certaine limite. Mais dis quelque chose, fais quelque chose, toi seul, pour nous sauver de cette situation, je t'en prie. Moi, mon père, me dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits, hein? Depuis que Louis est ici, ben, on parle enfin de nous autres. Ça fait que, s'il se prétend être prophète, c'est bien correct, hein, pourvu que ça fasse avancer nos affaires. Vous, là, continuez à faire votre travail dans les églises. Louis va s'occuper du reste. Hein. Laissez-les donc tranquilles. Gabriel, toi aussi, tu es sous son emprise. Tu joues un jeu dangereux, Louis Riel. Tu abuses criminellement de la crédulité des gens comme un vulgaire imposteur. Cela ne s'arrêtera pas là. Je vais en parler avec sa grandeur. Tu auras de nouvelles, Louis Riel. Eh bien, les frères, c'est fini tout cela. Rome est tombée. Ce n'est plus qu'une vieille putain qui n'a plus rien à offrir. C'est le tour de l'Amérique maintenant. La nation métisse ouvrira le chemin avec Monseigneur Bourget, le nouveau pape, et moi en tête. Dieu me l'a révélé il y a longtemps. C'est du délire! Tu seras excommunié! Écoute-moi bien, Louis Riel. Écoute-moi bien. Tu es devenu un hérétique.
ceux qui s'engageront dans le péché en commettant des gestes contre l'autorité établie. L'évêque, les prêtres, l'excommunication, c'est fini tout cela. Tu as transformé la chair de vérité en chair de mensonge, de discorde et de politique en osant proférer une telle menace. Tu es en train de soulever la population. Tu l'entraînes dans la voie de la violence et de l'illégalité. Il n'y a rien, oui, il n'y a rien. Il n'y a rien qui puisse justifier un tel comportement. Tu seras la cause de leur ruine. Illégalité. Que connais-tu, pauvre mortel, de ce qui est légal ou illégal? Tu es censé être un homme de Dieu. Et tu te comportes comme un vulgaire agent de McDonald's la fourbe. Tu as trahi la nation métisse. Tu es vendu aux envahisseurs. Je formerai un gouvernement provisoire. Et si tu refuses de le reconnaître, je te ferai fusiller. Ne t'avise plus jamais. Jamais. De me parler ici. Mon désir est de t'avoir et de te posséder. Qui troublera notre union lorsque je te presserai sur mon sein dans la tombe? Louis! Louis! Et on s'est encore fait avoir! Le gouvernement canadien nous envoie 500 policiers. Leur réponse là, à nos pétitions, ben, c'est du plomb. Je suis sûr qu'ils veulent t'arrêter, Louis. Plus il y a de pétitions, plus j'envoie de policiers. Je vous fais du tort. J'ai fait plier le gouvernement au Manitoba, puis ça, jamais il va me le pardonner. Vaudrait mieux que je parte, Gabriel. Jamais. Il faut que tu restes. Je suis allé te chercher pour nous aider à défendre nos droits. On a tous besoin de toi. Hein? Je vais parler à nos frères indiens qui sont bien montés, eux autres et tout, contre le gouvernement canadien. J'ai un plan. Ensemble, là, on va piller les magasins hein, pour les munitions et les provisions. Puis on va s'emparer de Fort Carlton, de Prince-Albert, puis même de Rivière-Bâtard. Non, Gabriel. Faut éviter toute effusion de sang. Les Indiens sont malades, mal armés et affamés. Nous ne pourrons pas compter sur eux. Prenons plutôt des otages et négocier. Louis, réveille-toi! Les policiers, c'est pas tout! Il y a le général Middleton qui s'en vient avec une armée. Ils traînent des canons avec eux autres. Ça doit pas être pour discuter, ce bon vieux! D'accord. Armons-nous. Mais nous allons attaquer seulement si eux nous attaquent. Non, Louis! On se montrer femme! Hein? Faut prendre avantage du terrain! Les habits rouges, là, c'est voyant! Ça sculpte bien! Hein? Non, faut faire sauter les ponts, les trappes, couper les lignes de télégraphe, faut allumer les feux de prairie, frapper la nuit, faut harceler, piller et décourager l'adversaire. Il faut les traiter comme un troupeau de bisons, puis les rendre fous! Voyons, Gabriel. Je n'approuve pas ces méthodes, tu le sais. Dieu m'a révélé que nous serions vainqueurs de Patoche. L'aurais-tu oublié par hasard? Non. Retranchons-nous. Attendons. Et avec l'aide de Dieu, nous vaincrons. Attendre? Attendre?
s'est pas défendu. Ils nous ont traités avec mépris, puis on a tout enduré. Ben là, ils en veulent à nos vies, puis à celle de notre chef. Me semble qu'on a le droit de tout faire pour se défendre, non? Oui. Taper tout de suite, là, avec notre instinct de chasseur. Es-tu bien sûr que c'est pas ça que Dieu veut qu'on fasse? Écoute, oui. Si toi, t'es l'âme de notre mouvement, ben moi, là, ça a bien l'air que j'en suis les bras. Puis regarde-les, ces deux bras-là, regarde-les bien! Parce qu'ils sont plus capables d'en endurer, maudit! Dieu veut que tu saches que celui qui croit lui est agréable. Et il le fera triompher le moment venu. Allons, mon ami, prie avec moi. Prions. Prions. Oui, c'est ça, oui. Prions. En ce 28e jour de juillet 1885, à Regina, vous, Louis Riel, êtes accusé d'avoir malicieusement et traîtreusement levé une armée contre Sa Majesté notre Reine et d'avoir tenté par la force de détruire la Constitution et le gouvernement de ce pays, dépossédant ainsi Sa Majesté de l'autorité qu'elle détient légitimement ici. Louis Riel, plaidez-vous coupable ou non coupable? J'ai l'honneur de déclarer à cette cour que je suis non coupable. Asseyez-vous, M. Riel. Monsieur le procureur de la couronne, la parole est à vous. Votre honneur, messieurs les membres du jury, cette cour doit s'acquitter maintenant d'une très lourde tâche. Il s'agit du plus sérieux crime à s'être produit dans ce jeune pays. Mais nous allons démontrer, hors de tout doute, que cet homme a organisé et mené un soulèvement armé dans le but de renverser le gouvernement. Cet homme devant vous porte l'entière responsabilité des actes de guerre commis contre notre pays. Cet homme n'a pas agi dans l'intérêt des Métis, mais dans les siens. Il était prêt, moyennant un pot de vin, à abandonner la cause des Métis pour s'en retourner riche au Montana. Il n'a pas hésité un instant à mettre à profit son éducation supérieure pour entraîner avec lui de pauvres victimes qu'il a affreusement trompées, en se faisant passer pour prophète. Le prophète de la Saskatchewan. Je pense, messieurs du jury, que vous serez convaincus avant même la fin de ce procès que ce soulèvement n'a pas été causé par les griefs des Métis, mais par l'ambition démesurée et la vanité démentielle et outrageante de cet homme devant vous. Monsieur l'avocat de la défense, vous pouvez procéder. Votre honneur, distingués membres du jury, qu'il soit bien clair
que dans ma défense de l'accusé, que je ne chercherai pas à excuser ce qu'il a commis, mais qu'il me soit permis d'affirmer par contre que dans toute cette histoire, le gouvernement du Canada a totalement manqué en son devoir envers les Métis, les Indiens et même les colons blancs du Nord-Ouest. Tout le monde sait, tout le monde le sait, que depuis des années, les habitants de cette région ont tenté par différents moyens constitutionnels d'obtenir justice. Et ce, sans succès. Objection, votre honneur. Mon distingué confrère est en train de mettre le gouvernement en accusation, alors que ce procès doit juger l'accusé qui a tenté de renverser ce même gouvernement. Ridicule. Objection maintenue. Poursuivez, maître Lemieux. En désespoir de cause, ils ont alors fait appel à l'accusé. L'accusé qui quitta le Montana afin de venir les aider. Lui aussi, a d'abord tenté de passer par ce fameux moyen légaux et constitutionnel, mais cela a une nouvelle fois échoué. Après avoir laissé au système cette nouvelle chance, la dernière, l'accusé a fait ce que tout homme fait. Lorsqu'un homme en a assez d'être enfermé dans un cul-de-sac d'oppression et de négligence crasse. Objection, votre honneur. La défense tente à nouveau, par des moyens détournés, d'amener le gouvernement au banc des accusés. Ridicule. Maître Lemieux, limitez-vous à la défense de votre client, s'il vous plaît. Procédez. Poussé, bien malgré lui, à cette extrémité, il a pris les armes sous une tension épouvantable. L'accusé en devint à nouveau en proie à cette maladie latente qui l'afflige. La démence submergea, hélas, bientôt sa raison. Cette résistance fut un acte courageux, certes. Un geste héroïque, bien sûr, mais il faut bien se le dire, un geste fou! Messieurs, vous aurez entendu, tout au long de ce procès, que l'accusé se trouve en de moments bien particuliers, sous l'effet de l'ubie qui caractérise les aliénés. En matière de politique et de religion. Je ne puis accepter ce plaidoyer. Mon avocat ne connaît pas l'Ouest. Il enlève toute signification au combat que j'ai mené pour mes frères métis. Je veux me défendre moi-même. Je n'ai pas le droit d'abandonner ma dignité. Votre Seigneurie, j'aimerais me défendre moi-même. Monsieur Riel, mesurez-vous toutes les conséquences de vous priver de la défense de ce grand homme de loi? Oui, votre honneur. Votre honneur, la défense tient à se dissocier de tout ce que va dire l'accusé. C'est noté, maître Lemieux. Allez-y, monsieur Riel. Le jour de ma naissance, j'étais fragile. Ma bonne mère s'est occupée de moi. J'ai survécu. Et aujourd'hui, bien que je sois un homme mûr, je me sens si fragile devant cette cour qu'au moment où je suis né. Le Nord-Ouest, c'est aussi ma mère patrie. Et je sais que ma mère patrie
ne me tuera pas parce qu'elle est ma mère, qu'elle connaît ma sincérité et parce qu'elle m'aime. Lorsque je suis revenu ici en 84, j'ai trouvé les Indiens dans la souffrance. J'ai vu les Métis manger le lard pourri de la compagnie. Même les Blancs avaient bien des raisons de se plaindre. Étant blanc et indien, j'ai voulu venir en aide à tous. Et j'ai beaucoup travaillé. Et j'ai beaucoup souffert. Nous avons tout essayé. Demandes, supplications. Ce gouvernement nous a répondu en renforçant sa police. Plus de demandes, plus de police. Je menais pacifiquement mon peuple pour obtenir la plus élémentaire des justices. Lorsque la folie de ce gouvernement la poussait à nous attaquer, et j'ai répondu à cette agression. Et voilà ce qu'on appelle mon crime de trahison. Crime pour lequel on me retient ici. Et pour lequel on veut me tailler en pièces. S'il y a eu autre trahison, ce n'est pas la mienne, mais celle du gouvernement. Sa haute trahison vers le peuple du Nord-Ouest. Je sais que les révérends pères me croient plus ou moins fou. Mais en matière de religion, quelle est ma folie? Je souhaite laisser Rome de côté parce qu'elle a causé division entre les protestants et les catholiques. Je voudrais qu'un jour mes enfants puissent serrer la main des protestants comme des amis, comme des frères. Est-ce cela que vous appelez la démence? Oui, il y aura ici un nouveau monde pour tous les opprimés de la terre. Nous y inviterons des Belges, des Polonais, des Italiens, des Suédois, des Irlandais. Tous seront les bienvenus. Dieu jette ici les bases d'une grande nation. Mais Dieu ne peut créer une nation sans lui donner un territoire. Nous devons appartenir quelque part, avoir une place que nous enrichirons, que nous cultiverons. Cela vous apparaît-il si fou, messieurs? De ce rêve, je suis coupable. Mais des accusations que l'on porte contre moi, je ne le suis pas. L'Ouest a été envahi par des gens de l'Est qui n'ont eu aucune considération pour ceux qui étaient déjà là. Quand une nation s'est multipliée de telle sorte qu'elle a encombré son pays, qu'elle n'a plus de place chez elle, il ne lui est pas permis de s'emparer de la part de la petite tribu d'à côté. Cette nation envahisseuse, à vrai dire, ma petite sœur, tribu des cris, tu as un vaste territoire qui t'a été donné. C'est ta propriété. Tu ne peux vivre sans cette terre. Voilà le principe. Dieu ne peut créer une tribu sans la placer quelque part. Nous ne sommes pas des oiseaux. Il faut bien que nous marchions à terre. Quant à moi, j'ai donné ma vie pour l'Ouest. Je suis en paix avec ma conscience.
Vous le verrez. Vous le verrez que j'avais une mission à accomplir. Vous le verrez. Messieurs les jurés, vous pouvez vous retirer pour délibérer. Messieurs les membres du jury, vous êtes-vous mis d'accord sur un verdict? Oui, votre honneur. Le prisonnier est-il coupable ou non coupable? Nous trouvons l'accusé coupable. Mais, unanimement, nous demandons pour l'accusé la clémence de la Cour. Le tribunal est d'avis qu'il n'y a pas de place pour la clémence dans ce genre de cause. Levez-vous, M. Riel, pour le prononcer de la sentence. C'est un pénible devoir pour moi, maintenant, M. Riel, de prononcer sur vous la sentence de la Cour, bien que vous soyez conduit au corps de garde de la police de Regina, que vous y soyez gardé jusqu'au 18 septembre prochain, et que ce même jour, vous soyez amené à l'endroit désigné pour votre exécution, vous soyez pendu par le cou jusqu'à ce que la mort s'ensuive. Que Dieu ait pitié de votre âme. MacDonald assassine notre frère! Oh, yes, yes! Hang him with the French flag! Ce procès est une honte pour la justice. Remember, Thomas Scott, no clemency! À bas ce maudit gouvernement de Pandore! Down with treason. He shall swing, even in every dog in Quebec start barking for his mercy. Bien chère Marguerite, je t'écris de bien bon matin. C'est aujourd'hui le 16, un jour bien remarquable. Je t'envoie mon bon souvenir. Aie bien soin de nos petits-enfants. Efforce-toi de leur donner les soins plus conformes à la religion. Fais-les prier pour moi. La vie paraît triste parfois, mais quand le temps où elle nous sent triste, c'est quelquefois là, même, elle est le plus agréable à Dieu. Mon mari qui t'aime, notre Seigneur. Chère mère, on m'a dit de me tenir prêt pour demain. Je me prépare à tout. Et le bon Dieu m'aide à me tenir en paix et en douceur pendant ces derniers instants qui sont les miens. Je vous embrasse, chère maman, votre fils affectueux, soumis et obéissant. Je voudrais vous demander,
Monsieur Riel, c'est l'heure. Monsieur Riel, c'est l'heure. Before and after, for making my railroad moving faster. There's no place for sorrow, but time to achieve tomorrow. Now that we stand from coast to coast, let's build a country we love the most. And don't be afraid by this little tribe. As you see, here is business as usual. En ce 10 mai 1992, la parole est à l'honorable député de Yellowhead, Joe Clark. Monsieur l'orateur, je voudrais déposer cette résolution devant la Chambre. Il est d'avis que cette Chambre reconnaisse le rôle unique et historique de Louis Riel à titre de fondateur du Manitoba, ainsi que sa contribution à la Confédération.